Roland Gori, je vous remercie énormément d'avoir accepté l'invitation de Lacan Web Télévision. Que devient la parole dans ce monde-là? Parce que quand même, le langage et la parole deviennent quelque chose. Ben, je vais vous le dire, et vous savez que je développe dans mon ouvrage, ça devient du bavardage, ça devient de la com. Du blabla. Du blabla. Mais ça sert à ça. C'est-à-dire comment aujourd'hui, voyez, comment aujourd'hui faire passer, n'est-ce pas, un certain nombre de réformes, comment faire passer un certain nombre de messages, si ce n'est pas une logique d'audimat qui est le cheval de Troie d'une économie de marché dans des secteurs comme ceux de la culture de l'information. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, à partir de ce moment-là, vous tombez sur quoi? Vous tombez sur ce qui d'abord appelé la société du spectacle. Ou en quelque sorte, n'est-ce pas, l'information est une marchandise et elle se vend comme telle. Et en plus, elle se vend à obsolescence programmée. C'est pour ça que vous avez les fake news. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le nombre de likes que vous allez avoir à un moment donné. Et même si 48 heures après, on s'aperçoit que ce que vous avez raconté est complètement délirant, on l'a oublié, on s'en fout, on est passé à une autre consommation. Et là, il y a un danger majeur aussi, et pour la démocratie, et pour la fabrique d'un sujet, par lettre, comme vous dites, n'est-ce pas, tel que nous l'avons conçu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que nous avons... C'est important, parce que j'ai une association au Libre qui me vient, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense à un film français qui n'était pas un très grand film, mais qui avait une certaine importance, qui s'appelait Paradis pour tous, avec Patrick Devers et Dutronc. Et effectivement, il y a quelque chose que vous signalez là, qui me semble important, tel que je l'entends. C'est que, vous me direz si je me trompe dans la façon dont je vous ai entendu, mais que finalement, il y a, est-ce que c'est une croyance? Je ne sais pas, que l'algorithme viendrait à la place de l'histoire et la soustraction du sujet, de l'histoire du sujet produit des sujets d'une sorte d'éternel présent. Enfin, c'est une volonté, je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Je pense qu'il y a des mouvements de réaction qui s'opèrent, des mécanismes de défense qui surgissent et qui produisent, vous avez fait allusion à cela tout à l'heure, que là où Lacan avait repéré la multiplication et la singularité des modes de jouir de chacun, ça devient une identité, une revendication identitaire. On a ça d'un côté. Et de l'autre côté, un saucissonnage, un fractionnage de l'identité, justement, en multiples cases, multiples représentations, qui toutes sont incluses dans ce forçage algorithmique. Alors, du coup, ce qui se joue actuellement du côté des psychologues, alors là, on part de quelque chose que vous déployez sur un schéma global, mais finalement, c'est dans le sens de ce qui se joue actuellement, c'est-à-dire une réduction du sujet à ses synapses, pour le dire très rapidement, avec une soustraction de l'histoire. Dans le documentaire Petite fille, on voit à un moment donné cette maman dire « Je me pose la question, moi qui ai toujours voulu une fille », elle est arrêtée net par la psychiatre qui la reçoit en disant « Non, ça n'a rien à voir ». Et donc, on soustrait la possibilité même de la division du sujet, de l'histoire, des mots qui fabriquent, de la parole qui fait entendre et qui fait résonner. Et je reprenais ça parce que, si je vous ai bien entendu, on est là face à quelque chose qui touche au fondement même du sujet, et donc de l'être humain, de l'humain comme tel. Oui, je pense que il y a un danger majeur de réduction du sujet humain, encore une fois, à être simplement, je dirais, une pièce détachée de l'espèce biologique. Mais ce qu'on a aussi oublié, et je le développe, vous le savez, dans mon livre, ce qu'on a oublié, c'est que ce débat, il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, quand vous aviez l'affrontement, je dirais, justement, de toutes les théories spenceriennes qui faisaient, encore une fois, de la vie biologique, de la cellule jusqu'à la société, en passant par l'individu, n'est-ce pas, une espèce d'instance d'auto-adaptation. Et donc, par conséquent,
les meilleures formes de l'auto-adaptation devaient être celles qui survivent. D'où cette idée que c'est toujours une sélection des meilleurs par cette lutte de tous contre tous. Mais le modèle, c'est un modèle biologique, puisque de la cellule à la société en passant par l'individu, vous avez une espèce d'entreprise du biologisme vital. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. Et de l'autre côté, vous aviez un courant auquel je rends hommage dans mon livre, qui est le courant des solidaristes, qui disait oui, c'est vrai, dans la nature, les sciences naturelles, c'est la grande mode. Sciences biologiques nous apprennent qu'il y a des espèces qui s'affrontent entre elles, ou à l'intérieur même de chaque espèce, il y a des combats, des luttes et autres. Mais ça n'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des tas d'exemples, il citait Kropotkin et d'autres chercheurs, d'autres observateurs de la nature, montrant qu'il y avait aussi une coordination et pas seulement une compétition. Et puis, le coup de génie des solidaristes, c'est de dire, mais ce langage de la biologie, il suffit pas à expliquer justement le comportement du monde et le comportement humain. Il faut aussi, surtout quand il s'agit de l'humain, mais aussi des animaux, il s'agit d'introduire un langage juridique. Et là, vous avez ce coup de génie de gens que j'aime bien, comme Léon Bourgeois, Alfred Fouillet, Célestin Baudelaire, qui disent, n'est-ce pas, mais il faut de la justice sociale. Et s'il faut de la justice sociale, alors les uns disent, s'il faut de la justice sociale, il faut bien connaître le langage de la nature pour enfoncer un coin qui vise à réparer en quelque sorte la nature et ses injustices, comme le mécanicien va réparer la voiture en connaissant les lois de fonctionnement décrites par l'ingénieur. Et puis d'autres qui disent, comme Alfred Fouillet, non mais de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer de corriger la nature, parce que la vraie finalité de la nature, c'est de toute façon la justice sociale. Et donc, en posant en quelque sorte les valeurs humaines comme étant le summum de l'évolution. Bon, alors on va peut-être pas en parler là maintenant, mais comme vous le savez, dans mon livre, il y a toute une idée qui est que nous sommes toujours éclairés par les astres morts du XIXe siècle. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, nous n'arrivons pas, si j'ose dire, à faire face aux défis de la modernité, pour parler comme Baudelaire, c'est-à-dire aux défis du contingent, du transitoire, du provisoire, de l'éphémère. Bon, ça c'est un autre point. Mais je démontre, dans mon livre, je démontre, si vous voulez, ces mirages qui ont organisé notre culture, c'est-à-dire le mirage du progrès, le mirage de l'évolution, n'est-ce pas, le mirage de la concurrence produisant le meilleur. Par rapport, n'est-ce pas, par rapport à votre question, je crois que Lacan, j'ai fait un texte il y a plusieurs années déjà pour la revue qui s'appelle La Pensée, une revue de philosophie marxiste, comme vous le savez, n'est-ce pas, sur l'identité. Bon. Et dans ce texte, justement, je me référais à Lacan lorsque Lacan parle du mirage récurrent de l'identité. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que l'identité, pour le psychanalyste, ça ne peut pas exister autrement que comme un ensemble vide, je dirais. Ce dont nous parlons, nous, c'est des identifications, pas de l'identité. Et c'est un point important. Or, dans une période comme la nôtre, qui est marquée par un bouillonnement identificatoire, donc en même temps globalisation, fragmentation, si vous voulez, et angoisse, panique face au vide, il y a une recherche de la substance de l'identification. Avec cette idée que, justement, la substance de l'identification permet de définir une identité. Et là, on est, une fois de plus, dans une désillusion, mais des illusions qui pourraient s'avérer dangereuses. Moi, j'aime beaucoup Amin Mahalouf, qui parle des identités meurtrières. Il y a un danger majeur de fabriquer aujourd'hui des identités meurtrières. D'ailleurs, dans Ou pire, Lacan fait valoir que ce regroupement par identité produit la montée des frères et que la montée des frères produit le racisme. Et on voit ce retour aujourd'hui par la notion de race qui revient par là où on ne l'attendait pas, enfin, à part des États-Unis, venir là aussi mettre en cause le lien social. Je suis moi mon petit chemin du lien social parce que je trouve que vous m'y guidez avec ce que vous me dites. Je voudrais vous citer
dans votre ouvrage « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu », cette citation me semble importante. En somme, la bureaucratie se valide elle-même en validant les savoirs, c'est-à-dire vraiment le côté performatif, auto-engendrement. Et vous continuez. Et les pratiques techniques qu'elle peut gérer dans un champ comme dans un autre, le système technicien sur lequel s'appuient ces réformes ne permet pas le dialogue. On retrouve la question de la parole. Il est pure rhétorique publicitaire d'une part, et on est dans la culture du slogan que j'évoquais avec Céline Masson dans l'interview que j'ai faite avec elle, morgue et conviction de l'autre. C'est-à-dire, on en est du côté de l'opinion. C'est plus l'opinion que la logique, chère à Lacan. Ces rapports et recommandations prescrivent normativement ce qu'il faut faire, expansion du droit mou, elles ne permettent pas la réflexion, elles la remplacent. Et vous avez déployé tout ce qui se joue au niveau de l'enjeu civilisationnel à partir de Hannah Arendt et de la question de la pensée, qui me semble aujourd'hui très important, le slogan d'un côté et une certaine valorisation de la complexité de l'autre. Voilà. La complexité comme quelque chose qui fait appel à un raisonnement, à la logique, à la pensée, là où le slogan vise à réduire et à ne pas permettre de penser, et donc ne pas permettre le dialogue, la parole, les enjeux de la parole. Voilà. Est-ce que je vous ai bien lu en vous citant? Et peut-être vous pouvez développer ce point qui me semble très important. Oui, vous m'avez parfaitement lu et je vous en remercie. Et dans tout ce que vous évoquez, nous sommes partis pour 3 heures d'échange. Il va falloir s'arrêter bientôt. Alors, déjà, sur la question de la parole, je crois que le Lacan que j'aime beaucoup, vous le savez sans doute, c'est le Lacan du premier classicisme, comme dit notre ami Jean-Paul Wiener, c'est-à-dire le Lacan du langage et de la parole, du rapport de Rome pour aller vite. Et il insiste beaucoup sur ce point qui s'est avéré très vrai aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est que ce que la parole gagne en communication, elle le perd en révélation. Alors, il ne l'a pas cité, mais là, on est en plein dans Walter Benjamin. Walter Benjamin montre justement que il y a dans, par exemple, l'œuvre d'art, il y a un pôle qui est le pôle du beau, n'est-ce pas? Le pôle de la jouissance esthétique, et puis le pôle sacré, le pôle du mystère, le pôle qui touche au tréfonds de l'être, pour aller très vite, n'est-ce pas? Et je crois que le langage est pris dans cette double polarité qui produit à la fois une tension et une fécondité. Et aujourd'hui, on réduit la possibilité de trouver dans le langage et la parole les vecteurs d'une révélation en rabattant le langage du côté de la communication dont l'extrême devient la com, la publicité, la marchandise.